j'adore les mômes, mais ils veulent pas me voir avec un autre personnage, que ce soit un petit garçon, autre chose. Donc la chanson, il faut que ça soit sur moi. Je comprends très très bien, là-dessus on boit un coup, on parle de diverses choses. Il me dit du mal du métier, du gouvernement, de tout ça, etc. Enfin bon, puis après il me raccompagne à la porte et je me retrouve chez moi à me remettre au travail. Et c'est là que j'ai écrit la chanson. Voilà pourquoi, une fois de plus, l'acteur m'inspirait la chanson. J'ai écrit la chanson où il est tout seul. Et il y a même, je m'en suis aperçu après, je n'ai pas fait exprès, dans le deuxième couplet, c'est un plan cinéma, parce qu'il dit il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge, je suis encore à ma fenêtre, je regarde et je m'interroge. C'est un plan de cinéma. C'est Gabin à sa fenêtre, regardant le monde. Vous voyez, mais j'avais pas fait exprès. Et encore moyen, C'est là, voilà. Voilà. Et alors c'était une belle histoire, cette histoire de chanson, parce que moi je ne sais pas à quoi avait pensé l'éditeur, mais moi-même, je veux dire très humblement, je dis encore aujourd'hui, et Jean Gabin certainement, il a fait ça pour faire plaisir à ses enfants, qui étaient des grands enfants déjà, d'enregistrer cette chanson, mais on n'y croyait pas du tout. C'était en pleine époque, il y est, hein, en pleine époque, ah si, oh bah en plein, Johnny, Françoise Hardy avec les cheveux, etc. et tout, voilà. Comment? Oui, bon, c'est ça, en tout cas, on était loin de la belle équipe avec Jean Gabin. D'avoir réussi à le remettre devant un micro. Ah oui, c'est ça. Ah ben il est venu, une première fois, il est venu à l'enregistrement. C'est merveilleux que cet âge-là, ce grand monsieur, pouvait avoir le trac à ce point-là. Le producteur avait loué rue Washington à Paris, près des Champs-Élysées, un studio à l'entresol du 10 rue Washington. Il y avait un technicien pour faire tourner, le producteur et moi-même. Et Jean Gabin arrive, comme ça, et il dit je suis désolé de vous dire, je ne peux pas chanter, ouais, c'est impossible. Hein. J'ai dit au sapin, c'était le taxi, j'ai dit au sapin qui m'attendent en double fil, mais je suis venu vous le dire. Il n'aurait même pas fait téléphoner par quelqu'un, il venait personnellement. Et il nous fait cette chose extraordinaire, c'est parce que j'ai une trachéite, je ne peux pas chanter, là, c'est pas possible. Et il nous sort de la poche intérieure de sa veston, vous le croyez ça, une feuille de papier, là c'était pas les paroles de la chanson, a en tête le docteur machin interne des hôpitaux, et il y avait, je sous-signais docteur Daniel Peu, certifie que monsieur Jean Gabin, souffrant d'un début d'angine, est dans l'incapacité de chanter une chanson. On lui dit, monsieur Gabin, vous n'étiez pas obligé de nous apporter quand même un certificat médical. C'est incroyable. Mais c'est incroyable quand on voit tous les autres, et quand on voyait tous les autres, à l'époque ou même après. C'est la copine de leur kiné qui appelle pour dire oh, il ne viendra pas parce qu'il est fatigué ou il ne vient pas sans le dire. Mais une telle courtoisie et une telle peur de ne pas être à la hauteur, quel dommage, j'aurais jamais osé lui dire donnez-moi comme le certificat, tout de même, je vais me garder, l'histoire ne raconte pas ça. Il est venu, donc, alors, le producteur lui dit, Denis Bourgeois lui dit, écoutez, monsieur Gabin, tous les jours, à partir de 14h, le studio sera à votre disposition, vous venez quand vous voulez, dans un mois, dans un an, comme aurait dit notre grand Jean Racine, vous venez, et puis il est venu 2 jours après, sa bâche, tout le truc, et il y avait dans le studio simplement un piano qui ne servait à rien pour là, et un pupitre pour mettre les paroles de la chanson, et le micro. Alors on lui en redonne, il les avait, les paroles de la chanson, c'est moi qui vais déplier mes paroles sur le pupitre. Alors avec douceur, il a enlevé les paroles, il est allé les mettre sur le piano, il est revenu derrière le micro, et il a fait la chanson, à l'ancienne, de mémoire. Comme ça. Et la chanson
c'est la première prise. Le technicien lui a dit, ce qu'ils disent toujours, au cas où il y aurait quelque chose, est-ce que vous voulez bien en faire une deuxième? Il en a fait une deuxième, c'était tout, mais ça n'est pas la deuxième, c'est la première, du premier coup. Ah, c'est un grand souvenir. Ah non, j'ai une chose à vous dire. Ah non, la fin de l'histoire, après je me trouve en vacances. Je me retrouve en vacances dans le Midi, chez les grands-parents de mes fils, et vers 6h du soir, c'était l'époque où il y avait le top 50 d'Europe 1. 6h du soir, le téléphone sonne, la personne qui gardait la maison, Monsieur Jalou, venez vite. Je revenais du tennis, je me rappelle, en haut d'un escalier, venez vite, il y a un bonhomme qui dit qu'il est Jean Gabin, il veut vous parler au passé. Bon, alors je lui dis, mais attendez, Maria, j'arrive, on ne sait jamais si c'est lui qui en fait. Allô Jean-Loup, c'est Jean, Jean, comment allez-vous, etc. Bon. Est-ce que vous recevez, est-ce que vous écoutez le top 50? Alors je dis non, parce qu'à cette époque-là, Europe 1 n'accédait pas, n'avait pas accès au Midi de la France. J'ai dit Jean, non, on n'a pas Europe 1 ici. Ah, c'est dommage. Parce que si vous aviez écouté tout à l'heure le top 50, figurez-vous que je suis 3e derrière les Pink Floyd et devant Sheila. Ça a été un bonheur pour lui, cette chose-là, mais je comprends. Fin de l'histoire. Et la chanson est toujours écoutée. On me la demande souvent. Véronique est obligée d'envoyer le texte comme ça. Les gens, souvent, juste. Est-ce qu'on donne la parole à la salle? Est-ce qu'il est moins 20, donc vous avez un petit moment pour poser des questions, pour les gens qui donnent tous les jours une agence d'Avalie en face. Est-ce qu'il y a une part d'inspiration? Quelquefois dans la vie, on agit, et quelquefois on est agi. Qu'est-ce qui est à vous? Qu'est-ce qui vient de vous? Qu'est-ce qui vient d'ailleurs? Et aussi, quel a été votre berceau, votre terreau, vos parents? Dans quoi avez-vous baigné, vos frères et sœurs qui, sans le savoir... Je suis fils unique, mais faites bien de parler de mes parents, parce que mon père et ma mère m'ont appris à lire et à écrire très tôt. Eux-mêmes étaient très cultivés, beaucoup plus cultivés que je ne le serais jamais dans ma vie. Ils lisaient beaucoup, mon père écrivait très bien, d'ailleurs il écrivait des chansons, entre autres choses. Au début pour Maurice Chevalier, pour les frères Jacques, etc. Et pour quelques-uns et quelques-unes. Et on m'a fait faire tout de suite des études de lettres. Quand j'étais chez mes grands-parents, petit, j'allais à l'externe de Notre-Dame de Grenoble, j'ai appris le latin, le grec en même temps que le français. Et dans la famille, on pensait toujours que je ferais une carrière peut-être de professeur, plutôt, vous voyez. Et ça a été toujours cette ambiance-là. Mais à propos, ça c'est le terreau. À propos de l'inspiration, vous savez, c'est toujours difficile de répondre avec exactitude avec cette belle question-là, parce que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne suis jamais autobiographique et même pas hétérobiographique. Je ne m'inspire jamais directement de choses qui me sont arrivées ou qui sont arrivées à mes proches ou à des gens que je connais. Jamais. D'ailleurs, je ne pourrais pas, c'est pas dans mon caractère, hein, je ne blâme pas du tout ceux qui racontent, ils font un film, par exemple, à propos d'un fait divers connu ou à propos de la vie de quelqu'un. Moi, je ne pourrais pas, j'ai toujours besoin d'imaginer, donc c'est un mélange en musique, on dirait un medley des choses de la vie que je peux observer ou observer sans me rendre compte de ce que je les observe. Il me revient quelquefois quand j'écris, je me dis d'où ça vient, ça, c'est là, puis je repense à quelqu'un que j'ai vu isolé dans un bistrot près de l'Académie française, en train de lire un petit bouquin, en fumant une cigarette, en buvant sa bière, et que j'ai dû me dire à l'époque, qu'est-ce qu'il peut avoir dans sa vie, cet homme-là, à qui pense-t-il, qu'est-ce qu'il aime. Vous voyez, je ne voudrais pas que ça soit outrecuidant ce que je vais dire, mais je me lance, c'est pas moi qui observe les choses, c'est les choses qui m'observent, si j'ose dire. Ils viennent autour de moi, comme ça, et les gens aussi. J'aime beaucoup les salles d'attente, pas de médecins, mais les salles d'attente de voyage
de train ou d'avion. J'aime beaucoup la rue. J'aime beaucoup, en effet, quand on va avec Véronique, dans un café ou dans un restaurant, les inconnus que je vois autour de moi. Je lis beaucoup de journaux, beaucoup trop, un peu. Françoise Sagan, ça me prend trop de temps. J'ai décidé d'y remédier un petit peu, parce qu'avec ça et les chaînes d'information, ça prend trop de temps. Et je devrais être comme Françoise Sagan, qui s'était fait interdire de casino. Je devrais me faire interdire de kiosque, moi, parce que ça me ferait gagner du temps. Et ben voilà, c'est les choses que je lis, que j'entends, que je vois, et qui souvent viennent à moi, nolens-volens, comme ça. Et puis, il y a tout simplement ce qui est l'honneur de l'écrivain, c'est le travail à la table et la recherche. Je ne crois pas à l'oiseau bleu qui vient se poser sur votre épaule. Je ne crois pas à l'inspiration pure et simple. Je crois, c'était Rubinstein, le grand pianiste, qui avait dit, c'est pas joli, dans la phrase c'est pas joli, mais l'idée est belle. Il disait, Dieu nous a donné 10% de talent, d'inspiration, il nous reste 90% de transpiration à exprimer nous-mêmes, à trouver et exprimer nous-mêmes. Voilà. J'ai à peu près répondu à ce que vous me demandiez. Oui. Oui, Miss. Parmi les chansons que vous avez écrites, c'est laquelle que vous préférez? Chanson qui est la préférée, Parmi les chansons que j'ai écrites ou les chansons des autres? que vous avez écrites. Oui, non, c'est pas un peu. C'est un peu qui tu préfères, ton papa ou ta maman? C'est vrai que j'ai une tendresse pour Femme, je vous aime, parce qu'elle exprime beaucoup de choses de Julien et de moi, tous les deux, en amis, comment on se sent et comment on se connaît depuis longtemps. Autrement, il y a certaines chansons, vous savez, qui sont pas connues du tout, et pour lesquelles on a une tendresse, non pas parce qu'elles sont inconnues, mais parce qu'on croit avoir bien travaillé. Avec Julien, on a fait il y a quelques années une chanson qui s'appelle Tant d'amour, Tant T-A-N-T. Et là, Julien avait fait une mélodie de toute beauté. Moi, je me suis pas mal arraché pour mes paroles, et son enregistrement à lui, avec l'orchestration, était, et là, sans se le dire, alors qu'on se dit jamais ça, justement, on pensait dans nos cœurs avoir vraiment une de nos grandes chansons. Et cette chanson, ça c'est le beau mystère de notre métier, même si on en souffre quelquefois, cette chanson a été complètement à l'abri du succès. Les programmateurs des radios ne l'ont pas passé. Quand il a commencé à la chanter en scène, ça faisait 3 N, comme on dit dans notre métier, et puis les gens avaient hâte qu'il enchaîne sur une autre chanson. Il a changé l'orchestration, changé la façon de la chanter, le nombre de musiciens autour, rien n'y a fait. Et c'est pourtant une de nos chansons préférées. On se dit, c'est une chanson d'amour. J'aurais tendance à dire c'est ma préférée, mais là ça serait un petit peu quand même excessif, parce que c'est vraiment une chanson, l'enfant, le petit canard, comme ça. Autrement, dans celles qui sont connues, il y a une chanson que j'aime bien, que j'ai écrite pour Sylvie Vartan, qui s'appelle Aimer, qui est faite uniquement avec des verbes. Aimer, blondir, souffrir, etc. Très, très difficile à écrire. Et autrement, oui, c'est ça. Je pourrais peut-être dans les modernes, entre guillemets, s'il fallait absolument m'appuyer le canon froid d'un fusil derrière la nuque pour que je réponde tout de suite, je crois que je dirais Lettre à France pour Paul Narey. Voilà, c'est ça. Oui, j'aime cette chanson. Je suis très ému quand il la chante. Et ça a été encore une histoire merveilleuse. Il m'a fait porter cette musique par Daniel Philippaki, à l'époque où il ne voulait plus jamais remettre les pieds en France. Il me disait tout le temps du mal de la France et des Français. Et un peu par provocation amicale, affective, j'ai écrit cette lettre d'amour à la France, comme si c'était une lettre à une femme. Quoi. Voilà. Oui, voilà, s'il fallait vous répondre, finalement, ça serait celle-là. Tout à l'heure, à propos des choses de la vie, vous disiez que ça n'avait pas été forcément reçu tout de suite par des
en scène. Euphémisme. Voilà, et que tout le monde a droit à l'erreur. Mais est-ce que vous, il y avait vraiment des projets personnels, enfin d'écriture, que vous avez dû défendre avec obstination, faire preuve d'audace, ou vous avez l'impression qu'en fait, en général, vous avez fait confiance à vos interlocuteurs et que ça s'est passé facilement? Oui, je comprends très bien ce que vous voulez dire. En fait, je ne suis pas un auteur qui insiste, ça me démoralise. Je ne peux pas, même quand on me demande de changer une réplique, un mot, un son, je me remets au travail tout de suite, même si je désapprouve cette demande. Je peux très bien me dire il a tort ou elle a tort, c'était bien là où c'était, mais je n'ai jamais je ne peux pas expliquer à un interprète, ou un metteur en scène, en général c'est un interprète, je ne peux pas lui dire, lui infliger la double peine, c'est-à-dire, parce que en général les interprètes aiment beaucoup leur auteur, même si c'est un amour passager, et que quelquefois on disparaît de leur vie dès qu'on a fini de tourner un film, ou de jouer une pièce, ou l'enregistrement d'une chanson, enfin, c'est le côté douloureux de notre vie, surtout pour quelqu'un de sentimental comme moi, mais ce que j'appelle la double peine, c'est-à-dire l'interprète, ça lui coûte d'avoir pas pour dire tu pourrais me changer ce mot-là, mais quelquefois à refuser carrément une chanson par exemple, ou un rôle dans un film ou dans une pièce, ça lui coûte de le dire, parce qu'il ne veut pas perdre votre affection, parce qu'il vous aime, et qu'il sait qu'il vous fera de la peine. Alors, la double peine, ça consiste à être obligé de s'expliquer. Si comme font beaucoup d'auteurs ou de metteurs en scène, et je les désapprouve dans cette démarche, d'expliquer, mais t'as tort, tu te rends pas compte, mais si tu joues ça, ou si tu dis ça, mais enfin c'est incroyable, ça, jamais je ne pourrais faire ça, parce que, en plus, je trouve profondément que les artistes, je dis les artistes de quelque discipline que ce soit, les artistes ont toujours raison, même quand ils ont tort. Parce que un artiste, dans le spectacle notamment, qui va dire à Laurent, j'ai lu ton scénario, cette scène-là par exemple, que Laurent va considérer comme la meilleure scène de son scénario, cette scène, alors là, je ne peux pas la faire, je ne peux pas la dire du tout. Bon, eh bien, s'il dit ça, le comédien, ou si elle dit ça, la comédienne, c'est qu'elle le sent profondément, il le sent profondément dans son ventre, sans pouvoir forcément s'en expliquer. Vous voyez, moi ça m'est arrivé, souvent ça m'arrivera encore, qu'on me demande de changer quelque chose ou qu'on me refuse quelque chose, mais l'artiste, si vous le refuse, c'est parce qu'il ne se sent pas de l'exprimer, il ne se sent pas de passer de sa personne au personnage. Vous voyez, sans faire la psychanalyse de bazar, c'est qu'il a un blocage ou un refus, et on ne peut pas lui expliquer, on ne doit pas lui expliquer qu'il a tort, parce qu'il a raison quelque part, même s'il ne sait pas le dire. Voilà, c'est ce que je pense. Oui. Qu'est-ce qui est le plus dur dans l'écriture des chansons? C'est du début à la fin, c'est dur. Non, c'est quand même de trouver le thème, tu vois. C'est le thème. Je me rappelle pour Femme, je vous aime, j'ai gardé la musique pendant 6 mois, et j'allais la rendre à Julien parce que je ne trouvais pas. Je ne trouvais pas. Je ne voulais pas lui faire des paroles banales. Toi, je t'aimais, toi, tu m'aimais, dans les vacances, c'est pas digne de nous de faire ça. Il faut trouver quelque chose. Puis un jour, j'allais en voiture chez Claude Sautet. Nous faisions, remis justement le film Une histoire simple. Hélas, notre dernier film avec elle et pour elle. Et j'allais en voiture, j'étais sur l'autoroute dans le sud. Il avait une maison à Cogolin, c'est un village au-dessus de Saint-Tropez. Et on descendait de l'autoroute en voiture, il y avait des lacets qui menaient à un pays qui s'appelle la gare Freinet, puis après le bord de la mer, un peu plus loin. Une route en lacet. Et je me rappelle, alors je faisais tourner dans la boîte de la voiture, comme à la maison, dans la salle de bain, comme tout le temps, obsessionnellement la musique de Julien, avec sa voix prononçant des borborigmes derrière, des fausses paroles, ce qu'on appelle du franglais.
Et parce que ça m'est arrivé quelquefois, à force d'entendre une musique, de tout d'un coup des mots qui vous viennent, pas à tous les coups. Hein. C'est pour ça que je dis c'est dur du début à la fin. Et je me rappelle toujours, dans un virage, je ferai pour reprendre le virage, et je l'entends dans ma tête qui fait femme. Alors je me dis, oh là, femme. Je me dis, la chanson est là, il faut l'inventer, il faut la construire, mais autour de ce mot-là. Voilà. Et là, c'était un coup de chant, venu après beaucoup d'opiniâtreté quand même. C'est très dur. Pour moi, c'est l'exercice le plus difficile, la chanson. À la fois le plus rassurant, parce qu'on a fini plus vite. C'est une telle souffrance d'écrire qu'une chanson, on met quand même pas tous les jours, 6 mois, 8 mois, voire 1 an à l'écrire. Ça peut arriver, mais alors votre famille meurt de faim pendant ce temps-là. Il faut bien gagner sa vie. Mais une chanson, qu'elle soit bonne ou pas bonne, qu'elle soit acceptée ou refusée, on arrive à l'imaginaire mot fin plutôt que pour un film ou une pièce. Voilà, c'est pour ça que j'adore écrire les chansons, mais que je sais qu'à chaque fois c'est une souffrance nouvelle. Il y en a quand même une qui est 2 fois plus longue que les autres. L'assassin assassiné. Oui. Celle-là, c'est une inspiration personnelle au départ, ou c'était quand même une demande de... Non, c'était moi qui avais... et c'est drôle, c'est une bonne question, parce que c'est de toutes les chansons que nous avons faites ensemble, que Julien n'écrit jamais de paroles, et moi j'écris pas de musique, c'est la seule que nous avons faite, paroles d'abord. Que généralement Julien me donne ses musiques, et puis il me dit, c'est là, il me dit lance-toi, cherche ce que tu veux, puis on verra après. Et je cherche mes thèmes, puis j'essaie de les écrire, avec évidemment un succès inégal comme tout le monde. Et là, c'est parce qu'on avait parlé de ce problème de la peine de mort qui agitait beaucoup la France à ce moment-là. Il venait d'y avoir un sondage, figurez-vous, qui révélait que 67% des Français continuaient à être pour la peine de mort. Et on avait parlé tous les deux, comme ce n'était pas notre avis. Je dis à Julien, si on faisait une chanson, il s'est fait beaucoup tirer l'oreille, parce que, ce que je comprends, comme il n'était pas un chanteur engagé, il ne voulait pas tout d'un coup. En plus de ça, Michel Sardou venait d'avoir un gros succès avec une chanson qui s'appelle « Je suis pour la peine de mort ». Alors Julien, qui est un grand professionnel, m'a dit, tu te rends compte, si on fait une chanson contre la peine de mort, ça va être le match Sardou-Julien Clerc, ça sera de mauvais goût, évidemment. Mais il me dit, merci pour la patate chaude, il me dit, si vraiment tu le veux, lance-toi, écris les paroles, puis je verrai après. Donc je me lance à écrire ma chanson. En effet, c'est la plus longue que j'ai jamais écrite, parce que c'est quand même pas un thème qu'on peut traiter comme Bella Ciao, Ciao, c'est quand même un peu plus compliqué. Et là, le grand artiste que Julien a frappé une fois de plus, parce que je me rappelle, nous habitions à quelques 300-400 mètres l'un de l'autre. Lui, il habitait avec nous à l'époque. On se voyait tout le temps, quelquefois simplement pour la vie, tout ce que j'aime, et quelquefois pour travailler. Et je lui dis, le lendemain matin, j'avais travaillé pour une fois, donc je ne suis pas le Speedy Gonzalez de l'écriture, j'avais travaillé assez vite. Peut-être pour me débarrasser, pour m'alléger de cette angoisse, comment faire, que trouver. J'avais trouvé mon idée, c'est faire pas une chanson, ah c'est bien, c'est mal, de couper la tête des gens, etc. Mais d'imaginer justement un compositeur et un auteur en train de faire une chanson et qui apprennent qu'il y a une exécution le matin même à la santé, ça les bloque, ils ne peuvent pas continuer. Voilà. J'avais trouvé souvent dans mes chansons, ce sont des petits scénarios d'ailleurs. Le petit garçon, c'était un petit scénario, etc. Et il y a des efforts incroyables, parce que je lui téléphone, c'est un lefto, Julien, il s'occupe de ses enfants quand ils sont petits, il s'occupe de ses chiens, c'est le seul artiste que je connaisse qui est levé très tôt, pas moi. Mais ce jour-là, ayant fini la chanson le soir tard, fini mes paroles, j'avais hâte de les lui montrer, bien entendu, je lui téléphone des potrons jaquets, comme on peut dire, le matin, et il était en train de promener sa chienne dans le petit bois du Ranag, là à côté de chez lui, donc pas loin de chez moi. Il m'a dit, apporte-la moi.
je fais les quelques 300-400 mètres pour aller le rejoindre dans les bois. Il était là, il faisait froid, c'était un mois de novembre. Il avait son béret, il avait son bonnet en tricot jusque-là. Il était habillé en gris, en noir, il était vilain comme tout. Vraiment, avec sa chienne qui rôdait autour de ses jambes. Et puis, on ne fait pas de commentaires, je lui remets les paroles et je rebrousse chemin. Et à 2h de l'après-midi, vous m'entendez, là il est 10h. À 2h de l'après-midi, il me dit, tu veux venir voir la maison, je voudrais te jouer quelque chose, enfin, tu vas me dire ton impression, etc. Et j'arrive chez lui, on monte au premier étage, il avait son piano noir, il met les paroles sur son pupitre, comme il fait toujours, les mains sur ses cuisses, et puis tout d'un coup, 3, 4, c'était un soir à la maison, nous voulions faire une chanson d'amour peut-être. Et il me chante cette chanson avec cette mélodie, mais sensationnelle, vraiment. Sensationnelle, vraiment, quand il part dans les hauts, son d'un condamné à mort, c'est du sang d'homme, c'en est encore. Il est extraordinaire, extraordinaire. J'étais bouleversé en l'entendant. Voilà, c'est le seul cas où, en effet, j'ai fait les paroles d'abord pour une chanson qui a été la plus longue dans son texte, mais la plus courte à écrire. Voilà, comme quoi. Je vous en prie. Oui. Allez, allez-y. Quelle chanson auriez-vous aimé écrire? Quelle chanson auriez-vous aimé écrire? J'aurais bien aimé écrire Le baiser d'Alain Souchon, qui est pour moi la perfection même. La perfection comme idée, comme image, comme texte, comme délicatesse, comme mélodie, comme interprétation. Enfin, avant l'interprétation, écrire la chanson, ça j'aurais adoré l'écrire. Et puis l'autre jour, je pensais, je ne sais plus quelle chanson, on dira, ça c'est... Mais ça, pour moi, c'est la perfection. C'est le baiser, c'est la perfection. Autrement, avec le temps, sur une chanson de Ferré. Parce que chaque fois que je l'écoute, je pleure, je me dis, c'est bon signe. Quel dommage que ce soit moi qui l'ai écrit. C'est magnifique. C'est magnifique. Même quand c'est chanté par Dalida, alors vous vous rendez compte, franchement, même... Mais oui, qu'elle chantait clandestine, je suis très ingrat, bien sûr. Mais je pense qu'elle n'a pas fait tellement attention à l'auteur des paroles. Et moi, je l'ai appris. Après, c'était une affaire de production de cinéma. On n'a pas fait ça dans une ambiance artistique, sentimentale et affectueuse. Mais elle a fait très très bien. Comme disent les footballeurs, elle a fait le job très bien. Moi, j'ai 2 questions courtes.